Quand on parle d'une politique publique et qu'on montre à quel point elle a comme objectif de contribuer à la santé de chacun, nécessairement, on parle à chacun. Et dans une ville, c'est extrêmement signifiant de parler de la santé quand on est maire. Et la ville est à la fois un bon espace, un bon territoire pour faire ça, mais aussi la ville en tant que collectivité locale est un bon acteur. La ville a aussi ce rôle d'agrégateur, de coordinateur de toutes les actions en santé. Il faut travailler avec les acteurs qui font de la prévention, ceux qui font du soin. Donc il faut pouvoir les faire se rencontrer, se parler ensemble. Et ça, on arrive à le travailler dans le cadre d'un document, enfin dans le cadre d'un projet qu'on appelle contrat local de santé. Et on a mobilisé pour réaliser ce contrat local de santé plus de 35 acteurs de la santé sur notre territoire, du public, du privé, des petits, des gros, des associations, des professionnels du soin, enfin, de manière à ce qu'on puisse penser la santé de la manière la plus holistique, la plus globale possible, dans la transdisciplinarité et en regardant santé humaine, animale, environnementale. Les contrats locaux de santé ont explosé après la crise Covid, montrant qu'effectivement, la ville voulait prendre une place dans la gestion de la santé de ses concitoyens. Les Hospices civils de Lyon copilotent avec la ville de Lyon l'axe prévention du contrat local de santé de cette ville. Donc ça veut dire que l'hôpital et la ville conçoivent ou coordonnent ce qui se fait en prévention sur le territoire. La prévention, si on est sur les maladies cardiovasculaires, sur le cancer, etc., il faut les regarder dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'impact d'une politique de prévention. La question d'aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on sait ou on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances ? Comment on traduit ces connaissances en action ? La santé est très liée au statut socio-économico-culturel des personnes. C'est 40% de la santé, hein. Le système de santé, qui produit de la santé, c'est 10%. Et finalement, les politiques de la ville, il faut qu'elles se demandent si elles financent en fonction de la demande en santé ou de la demande en soins, ou bien si elle va financer en fonction des besoins. On déporte le regard sur quels sont les besoins de ma population. Et donc on va se tourner vers des quartiers, par exemple, des quartiers prioritaires de la ville, qui sont des espaces qui ont été identifiés comme étant avec un niveau de problèmes socio-économiques supérieur par rapport à d'autres quartiers. L'hôpital existera moins, c'est le sens de l'histoire, y compris ou peut-être même principalement pour les hôpitaux les plus gros et les plus technologiques. Effectivement, il y a un virage ambulatoire qui fait que les patients sortent de plus en plus vite. Et le rôle de l'hôpital aussi, c'est peut-être d'être un peu hors les murs. Si le virage est correctement pris, on ira vers une optimisation du système de santé. La santé, aujourd'hui, est un vrai sujet sociétal. On parle beaucoup des déserts médicaux, on parle de l'accès aux soins, de la permanence de soins. Et nos habitants sont très impliqués, très demandeurs sur ces sujets-là. Pour eux, c'est un choix de venir s'installer dans tel ou tel territoire, dans tel ou tel département, dans telle ou telle ville, en fonction de la qualité de la santé. Un exemple tout simple, dans une petite collectivité, faire santé, c'est être plus sur des produits locaux, utiliser à bon escient les moyens de locomotion, privilégier d'aller à pied à l'école qui est à 50 mètres plutôt que de prendre sa voiture. On a plein d'exemples comme ça à l'échelle individuelle. À l'échelle collective, c'est proposer un environnement social qui peut préserver ou retarder l'apparition d'un certain mal-être. Parce qu'avant de parler de pathologie, on peut être aussi dans la notion de bien-être et de mal-être. Une très bonne politique sociale et associative au sein d'une collectivité va certainement agir sur le niveau de santé de chacun des habitants qui en bénéficient. Tous les territoires n'ont pas les mêmes questions par rapport à la santé. On va se regrouper pour trouver ensemble des solutions. C'est-à-dire que la solution, elle est plutôt dans la mise en commun de moyens. Et on essaye justement, nous, à notre échelle, au niveau de l'association des maires, de n'oublier aucun sujet.
Les projets à l'échelle d'une ville ou d'un territoire sont souvent sur le temps long. Et je pense qu'aujourd'hui, le message qu'on doit faire passer, c'est qu'on n'a plus vraiment le temps. Et pour ça, il faut que l'État nous aide par rapport à la complexité normative et administrative. La ville doit devenir résiliente. Et je dis bien, quelle que soit la taille de nos villes. Et puis savoir aussi évoluer. Peut-être que dans 10 ans, on aura une nouvelle problématique qui s'inscrira. Et il faudra bien être réactif. On a l'impression que pour être ambitieux, il faut faire les choses à grande échelle. Moi, ce que je vois avec les petites cantines, c'est... Donc les petites cantines, c'est petit. C'est un projet d'hyper proximité. La pièce, elle fait 60-70 mètres carrés à tout casser. On est dans une rue secondaire. Mais c'est comme une graine. Toutes les échelles sont contenues à l'échelle de l'hyper proximité. La bonne question à se poser, c'est... on est ici dans un restaurant. Ça veut dire qu'il y a un dedans et il y a un dehors. Dehors, il y a la ville minérale, avec les bruits de moteur. Il y a tout un paysage relationnel. Pousse la porte de ce lieu, c'est d'autres règles du jeu. Les convives qui vont manger à table ensemble, ils n'ont pas forcément de trucs en commun, ils n'ont pas les mêmes revenus, ils n'ont pas les mêmes parcours de vie, pas les mêmes tempéraments, peut-être pas les mêmes cultures, mais ils ont en commun un territoire et un lieu pour se relier. Pour moi, on met aujourd'hui dans la ville des choses qui nous empêchent de répondre à un besoin qui est fondamental, c'est le besoin de se sentir relié. On garde dans la ville des choses qui sont violentes. L'indifférence, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des lignes de fracture, d'isolement, invisibles. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. Peut-être qu'on est plutôt des boules de relation, en fait. Que notre corps, c'est plein de cellules en relation entre elles, que c'est pas nous qui créons le lien social, comme ce qu'on disait au démarrage des petites cantines, mais que c'est le lien qui nous crée. C'est les relations qui nous façonnent. C'est elles qui nous nourrissent. Paysagiste, c'est complètement réducteur, c'est une composition de tableau, c'est hyper pictural. C'est important qu'il y ait ça, mais c'est plus le sujet, quoi. Nous, notre job et la transmission qu'on voudrait, c'est d'installer des milieux de vie, des grands milieux de vie. Des milieux dans lesquels il y a les animaux, la végétation, les gens, et qu'il y a un certain équilibre. C'est une maîtrise des flux, on va dire, immatériels. Et ça, c'est du paysage. La ville, pour l'instant, elle est même, malgré ce qu'on fait au quotidien, elle est encore conçue pour la voiture. On a des trottoirs à côté des routes, à côté des voies, tout est en angle droit. C'est pas du tout la ville spontanée pour partir d'un endroit à l'autre. Donc il faut faciliter tous les parcours. C'est comme ça qu'on peut commencer à tisser des choses en réseau plutôt qu'en juxtaposition. Si on veut faire des pistes cyclables qui soient déconnectées ou des trajets piétons qui soient déconnectés de la voirie en ville, c'est impossible. Et pourtant, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on a le choix de passer entre les bâtiments dans un parcours qui fait 3 km et on ne rencontre jamais une voiture. Et puis là-dessus, il y a du sport, et là-dessus, il y a du ludique, et ainsi de suite. C'est d'autres parcours. Ça, on ne sait pas le faire. On a des inégalités sociales, géographiques très très fortes. Si je prends l'exemple de Lyon, bien sûr, la plaine de l'Est, plate, avec un problème d'eau, agriculture sans arbres, plein de cités, des bâtiments pas isolés, et des milliers de personnes. Et de l'autre côté, les coteaux boisés, avec des gens plus aisés qui ne souffrent pas tant que ça. Comment on fait pour faire les 10 000 hectares boisés de l'autre côté? Comment on met l'argent là-bas? Comment on accompagne l'agriculture pour l'amener dans la transition de l'agroforesterie pour en faire des objets intéressants et pas des plaines avec des pesticides partout? Ça, c'est vraiment, en tout cas, l'avenir pour moi du paysage, en ayant la conscience économique de ce qui est, par exemple, l'agriculture, la conscience économique de ce qui est l'évolution d'une ville et de ses valeurs patrimoniales, immobilières et ainsi de suite. On agrège tout ça, on fait un narratif et on emporte tout le monde dans ce narratif très complexe, mais dans lequel il y a une issue, c'est obligé. La nature est en train de nous rappeler que ça sera habitable qu'effectivement qu'avec elle. Donc voilà, les façons de stocker du carbone notamment, puisque c'est un peu notre problème du moment,
il n'y en a pas 36, il n'y a quasiment que l'arbre qui sait faire ça. Des gains sur le côté de la santé, bien sûr la production d'oxygène, la captation du CO2, tous les sujets autour de l'eau, l'absorption de particules de pollution. L'aspect majeur de ça, c'est l'aspect de l'îlot de chaleur ou de l'îlot de fraîcheur apporté par l'arbre. Mais si on rajoute à ça des notions autour du développement de la biodiversité au sens plus large, ça veut donc dire qu'il faut se débrouiller pour fabriquer des continuités, en fait. C'est un des enjeux des villes, c'est qu'on a beaucoup segmenté, on a fabriqué des petits espaces verts à droite à gauche, mais finalement, la nature, pour se développer ou pour en tout cas s'enrichir, a besoin de continuité, elle a besoin de pouvoir passer d'un espace à l'autre. Peut-être que le numérique peut nous apporter une vision encore plus précise de ça et nous quantifier les choses. Combien un arbre stocke de carbone sur une année, combien il produit d'oxygène. Cette data au service des arbres va vous permettre aussi de prendre des décisions. Coup de chance, c'est quand même assez commun avec un enjeu qu'on souhaite remettre dans la ville aussi, qui est la marche à pied, le déplacement mode doux avec des vélos, avec des choses qui fonctionnent finalement assez bien au milieu de quelque chose de plus naturel. On est en train de se dire que ça pourrait décarboner nos villes, que ça pourrait absorber des particules parce que scientifiquement on l'a démontré, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le renversement de la table pour faire en sorte on aille à fond décarboné grâce à ça. Et donc les décisions radicales sont difficiles à mettre en œuvre parce que faut arriver à embarquer des populations entières avec ça, il faut arriver à embarquer une compréhension et une acceptation de ces changements relativement radicaux. Le vert dans la ville devient probablement un sujet indispensable pour le futur, pour que l'humain lui-même puisse continuer de vivre dans la ville. Vu les enjeux qu'on a, que ce soit en réduction des émissions de gaz à effet de serre ou en réduction de la pollution de l'air, on accélère vraiment la transformation de la ville, quand on est plus exigeant sur les parcs publics dans les opérations d'aménagement, quand on repense le projet Pardieu où on va doubler la surface désimperméabilisée, végétalisée par rapport au projet initial dans un quartier très minéral, les nouveaux enjeux nous amènent à penser et à fabriquer la ville autrement. À la grande échelle. Quand on réfléchit à une trame verte, parce que la question de la végétalisation, de la ville perméable, du stockage de carbone et du confort d'été, c'est très important dans un territoire où on nous promet 60 jours de canicule en 2050 dans l'agglomération lyonnaise. On sait chiffrer le nombre de morts au niveau national dû à la pollution, on sait chiffrer les maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc. Tout le monde est d'accord pour réduire la pollution de l'air, bien sûr. Et pour végétaliser plus et pour faire une ville plus agréable. Ça, sur la théorie et les grands principes, on est tous d'accord. Mais quand au quotidien, ça se traduit dans les projets on réduit les places de stationnement, on réduit les voies de circulation, on réduit l'accès à la presqu'île parce qu'on fait la zone à trafic limité, là, évidemment, c'est un peu plus compliqué quand ça devient concret dans son quartier, et y compris dans le débat politique. On n'a pas tous, dans cette métropole, mais c'est la démocratie, la même vision du rythme auquel il faut transformer la ville. Parce que là encore, tous les élus sont d'accord pour dire oui, la pollution, il faut la réduire. Mais quand ça se traduit concrètement par nos aménagements cyclables, c'est un peu plus compliqué. On a fait une expérimentation avec Vienne-Condrieu Agglomération, qui est au sud de Lyon, pour montrer qu'en fait que la santé, c'est pas un objet technique. On a fait travailler ensemble tous les services techniques, que ce soit la voirie, que ce soit l'urbanisme, les déchets, l'environnement. On les a tous fait travailler ensemble autour des questions de santé. Pour qu'en fait, qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous acteurs, en fait, quelque part, dans leurs compétences techniques, ils sont tous acteurs de la santé, qu'ils peuvent tous y contribuer, et qu'ils y contribueront que s'ils y vont tous ensemble. Il y a énormément de contraintes qui sont posées à l'urbaniste quand il est face à un projet. Mais la santé, c'est pas une couche en plus. C'est au contraire une façon de relire le projet à l'aune d'un enjeu qui touche toutes les corps de métier. Ça permet en fait de créer un objet commun, un objectif commun sur un territoire. Quand on parle de santé en ville, quand on parle d'urbanisme favorable à la santé, on pense souvent espace vert, parc. La ville, c'est aussi la ville de l'emploi, c'est la ville de la culture. Elle donne accès à l'alimentation, donne accès à la mobilité. Il est important d'avoir une vision vraiment globale, une approche globale de la santé, de la ville, dans toutes ses composantes.
On a toujours besoin de données objectives et on s'alimente de plus en plus de données pour comprendre les phénomènes. Mais la santé, c'est du sensible, c'est de la perception, c'est du ressenti. Donc il y a toujours un décalage entre une réalité objective et une réalité perçue. Et la santé, la notion de bien-être, se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans son corps, bien dans son environnement, c'est pas des données brutes, quantitatives, qui nous permettent de le démontrer. Donc c'est aussi intéressant de voir comment un même espace peut être appréhendé différemment, de se nourrir de cette, je dirais, de cette pluralité de perceptions.